historienne, curatrice, actuellement responsable des activités culturelles de l'EPFL à Lausanne. Elle a eu une longue expérience aussi en tant que chercheuse. Je le dis un peu comme moi je le vis. Et notamment avec des équipes hybrides entre scientifiques et historiens. Et c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. On se connaît depuis longtemps, on s'est rencontrés il y a longtemps, on essaye de se croiser de temps en temps. Voilà, et son travail théorique dont tu vas parler aujourd'hui est un de ces textes où je disais qui allume des petites lumières. Et je me souviens quand je suis tombée dessus il y a quelques années, ça avait allumé un certain nombre de petites lumières. Donc je suis contente de ta venue aujourd'hui et qu'on puisse partager tout ça avec vous autour donc de la question de la PMA, de l'imagerie médicale et de la relation à l'histoire de l'art. Voilà. Ah, voilà, voilà, on entend. Bonjour à tous, je suis assez ravie d'être là à Arles. J'ai fait un joli voyage en train hier et je referai en retour demain pour rejoindre la Suisse. Et je connais un peu Arles, mais ça faisait plusieurs années que je n'étais pas venue et je n'avais jamais vu votre belle école. Donc voilà, je pense que vous êtes aussi dans des beaux locaux avec des professeurs. Alors par contre, ben, comme a dit Caroline, ben, je la connais, on se connaît, donc quelqu'un que je connais, mais dans un lieu que je ne connais pas. Et j'espère qu'on va pouvoir dialoguer ensemble malgré ces masques et malgré ces conditions hein, qui mettent toujours un écran supplémentaire entre nous. Je vais y aller tout de suite, toute go. Je ne vais pas faire d'introduction, je ne vais pas vous dire de quoi je vais parler, mais des images médicales, voilà. Et je vais vous raconter l'ouverture d'un film que vous connaissez peut-être. C'est Nostalgia de Andrei Tarkovsky, un film de 1983. Je ne vous le passe pas, mais vous pouvez le regarder parce que l'entrée de ce film, le début de ce film est visible sur YouTube. Mais je vous le raconte. Une femme et un homme dans une voiture arrivent au milieu de la campagne brumeuse. La femme est élégante. Elle se hâte à travers champs. Elle parle encore à l'homme qui est en train de sortir dans la voiture. Elle parle à l'homme d'un tableau extraordinaire. La première fois qu'elle l'a vu, elle a pleuré. Elle entre dans une petite église, basse, sombre, une crypte, illuminée par les cierges blancs. Pas de bruit, sauf le murmure des femmes en noir qui prient. Elle s'approche d'un mur où elle voit une peinture. Elle voit dans une niche, entourée d'une centaine de bougies, l'objet de son désir. Elle voit la fresque de la Madonna del Parto de Piero della Francesca, une fresque peinte en 1459. Mais à peine a-t-elle commencé à regarder cette fresque qu'une voix derrière elle la dérange et lui demande si elle veut un enfant ou ne pas avoir d'enfant. « Je viens seulement pour regarder, dit-elle. L'autre, donc ce sacristain, lui dit que c'est dommage parce qu'elle peut tout lui demander à cette image, tout ce qu'elle veut, du moment qu'elle remplit une fonction, s'agenouiller devant cette image. La femme essaye, et puis non, elle n'y arrive pas. Elle n'est pas comme les autres, dit-elle, qui ont la foi.
Elle fait mine de s'en aller, mais une statue de la Vierge, habillée, parée, entourée de cierges, est portée en procession jusque devant la Madonna del Parto. Une jeune femme s'agenouille devant, prie pour avoir un enfant. Elle se relève, tend la main vers le ventre de la statue. Un miracle se produit. Des centaines de petits oiseaux s'envolent du ventre de la statue. Et en image, Tarkovsky nous montre la performance de ces images de dévotion que sont la fresque de Piero della Francesca et la statue baroque. On change de contexte, on se déplace au XXIe siècle dans un autre lieu, celui d'un laboratoire médical. Je vais vous présenter des images issues de la médecine de la reproduction, de la PMA, comme je vais le dire, PMA, procréation médicalement assistée. Cette conférence émane donc d'une recherche, comme vous l'a dit Caroline. J'ai beaucoup travaillé dans des recherches interdisciplinaires, notamment pendant plusieurs années avec l'histoire de la médecine et avec des historiens de la médecine sur la question de l'idiotie. Qu'est-ce que c'est qu'être idiot? Parce que Jean-Luc Godard, une fois dans Libération, avait titré, c'était le titre de l'article d'une grande interview qui lui était consacrée dans les années 90, « Je suis un idiot ». Et ça m'a interpellée. J'ai fait une recherche durant 4-5 ans avec aussi le Frénois, dont on nous a parlé tout à l'heure, le studio du Frénois, où ont été tournés 2 films d'Ismaël. Eh bien, on a fait une recherche entre Lausanne et le Frénois sur l'idiotie, qui a donné lieu à un livre, Figures de l'idiotie. Une recherche en imagerie médicale et pour comprendre comment, au XIXe siècle, ce mot d'idiot était si important. Et puis, il y a bien sûr l'idiot de Dostoïevski, par là au milieu. Donc, bon, bref, je ne vais pas vous parler de l'idiot. Je pourrais aussi, mais je ne vais pas vous parler des idiots, je vais vous parler des zygotes. Bon, c'est peut-être un autre idiot. Mais j'ai fait une recherche sur les images médicales. Après ces idiots, je suis tombée sur les zygotes. Je vais vous dire ce que c'est un zygote. Ces embryons issus de la procréation médicalement assistée. Et j'ai fait cette recherche avec des biologistes et des médecins qui s'occupent de fabriquer des bébés. La clinique et la médecine de la reproduction sont occupées donc à traiter des problèmes de stérilité des couples qui veulent avoir un enfant. Pour cela, elles fabriquent un nombre considérable d'images du début de la vie. L'acte médical d'assistance à la procréation, parce qu'en fait on ne guérit pas de la stérilité, va se réaliser au moyen de microscopes, d'écrans et de différentes techniques d'imagerie qui permettent de voir, d'analyser les cellules et d'effectuer aussi les gestes adéquats pour obtenir une fécondation. Grâce au microscope, on observe les gamètes masculins et féminins. Les gamètes, c'est les cellules originelles. Les gamètes masculins, ce sont les spermatozoïdes. Les gamètes féminins, ce sont les ovocytes. Puis on observe les embryons placés dans la boîte de culture. Je vais vous montrer ces images tout à l'heure. Sur l'écran d'ordinateur apparaissent les images. Les gamètes et les embryons sont placés sous le microscope et le biologiste regarde tantôt à travers son instrument optique, donc le microscope, tantôt sur l'écran d'ordinateur où apparaît en direct l'image du corps en train de se former. Le personnel médical observe donc les différentes phases de la formation d'un embryon lors de sa présence à l'extérieur du corps de la femme, c'est-à-dire entre 0 et 72 heures environ. Ce sont des images nouvelles dans la production des images humaines. Elles sont assez récentes, elles ont une trentaine d'années, parce qu'avant on n'avait pas ces images-là, elles n'existaient pas. Et si elles entrent dans le vaste corpus d'images de l'origine de la vie, elles possèdent malgré tout un impact très particulier que nous allons essayer de caractériser dans cette conférence ensemble. Ça, c'était la recherche et c'est la publication que j'ai faite. Voilà ce qu'a dit un jour Marc Germont, qui est le médecin responsable de cette clinique de la procréation, d'abord au CHU, donc à l'hôpital universitaire de Lausanne, et ensuite dans un centre de procréation médicalement assistée qu'il a créé, qui est une délégation de ce premier centre du CHU. Nous ne travaillons qu'avec des images. Cette phrase assez surprenante au premier abord nous a permis de comprendre que la spécificité majeure de la naissance des embryons en PMA concerne leur apparition sous la forme d'une image.
La PMA produit des images là où il n'y en a pas du tout dans la procréation naturelle. On ne voit pas les premières heures de la vie. Les premiers jours de la vie ne se voient pas. Ça n'existe pas en termes d'image. On voit après des échographies. Hein. C'est autre chose. C'est bien plus tard. Ça, c'est toute une autre histoire. La PMA présente l'avènement de l'embryon sous la forme spécifique d'une image. L'embryon n'est pas visible à l'œil nu. Les gamètes non plus. L'intervention médicale fait intervenir donc différents types de médiation, le dispositif du laboratoire, les tierces personnes, l'image, dans un événement qui, lorsqu'il se produit naturellement, appartient à l'intimité du couple. Elle a ceci de particulier et de troublant qu'elle inscrit le regard dans l'acte de fécondation alors que l'œil est proscrit dans la procréation naturelle. La PMA se pratique dans un contexte où l'image est donc le médium indispensable pour entreprendre d'abord des gestes techniques. Je vais vous montrer quelques images comme ça au fur et à mesure que je parle. Vous avez reconnu, hein, ce sont des gamètes masculins et des gamètes féminins. La PMA requiert la fabrication et l'analyse d'images. Elle se réalise entièrement avec et par des images. Des ultrasons pour le prélèvement des ovocytes, que vous avez ici à droite. On appelle ça aussi un cumulus. Hein. C'est un très beau mot poétique, des nuages, hein, pour parler des ovocytes. L'immunofluorescence, l'analyse informatique des différents paramètres des spermatozoïdes. Ici, vous en voyez une illustration. Il y a aussi, bien sûr, les microscopes, les écrans d'ordinateur et la photographie. Il y a des prises de photographie à différentes étapes de la formation de l'embryon. Essentiellement, donc, grâce aux images fournies par les appareils optiques, les biologistes et les médecins accèdent aux gamètes et aux embryons. En Suisse, l'exploration de l'ADN des gamètes et des embryons en vue de la PMA est totalement interdite, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux autres pays. Et en France, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire qu'on peut aller parfois observer l'ADN des embryons pour la PMA. En Suisse, on peut le faire pour la recherche, comme partout ailleurs, mais pas pour la PMA. Lorsqu'il y a un enfant qui doit être au bout de la chaîne, je dirais, on ne peut pas, les laboratoires ont l'interdiction d'aller observer l'ADN. Donc, tout se passe par la vue. Oui ? C'est des questions d'éthique. Ça implique un choix différent pour l'implantation des embryons dans le corps féminin. C'est-à-dire qu'on va sélectionner de toute façon, mais on ne va pas sélectionner selon l'ADN, selon ce que va pouvoir dire l'ADN, on va sélectionner uniquement en fonction des observations que l'on aura pu faire visuellement et des mesures que l'on peut faire avec les moyens oculaires, et non pas intrusif d'aller prélever l'ADN et de l'analyser, de séquencer chimiquement l'ADN. C'est une autre mesure. Dans les deux cas, on a de la mesure et de l'observation. Ce sont deux techniques qui sont différentes. L'étude de la morphologie des gamètes, des zygotes. Les zygotes, je vais vous en montrer un. Non, pas celui-là, celui-là d'abord. Je reviendrai après en arrière. Ça, c'est un zygote. C'est un ovocyte et où il y a les deux cellules. Donc, la cellule de l'ovocyte et la cellule, le noyau de l'ovocyte et le noyau du spermatozoïde qui sont côte à côte, qui n'ont pas fusionné. C'est un moment de latence où les deux noyaux semblent s'observer. Ils se réunissent au centre de la cellule de l'ovocyte, mais ils n'ont pas fusionné. Et ça, c'est un moment qui dure entre 10 et 16 heures. C'est un long moment d'attente. Pas tout à fait d'attente, il se passe d'autres choses. Mais les deux noyaux n'ont pas fusionné. Donc, il n'y a pas la division cellulaire encore. Hein. C'est une phase, justement, qui a émergé dans la biologie du vivant quand on a pu commencer à observer ça. Parce qu'avant, on croyait que ça se divisait très rapidement. Et tout à coup, maintenant, on voit qu'il y a un temps très long, beaucoup plus long qu'après.
une fois que la division va s'enchaîner, ça va vite. Mais entre le moment où les deux noyaux se rencontrent à l'intérieur de la cellule et puis la division, il y a plus d'une dizaine d'heures qui peuvent se passer. Ça, c'est un zygote. Mais je ne vous dis pas pourquoi c'est particulier, mais en Suisse, c'était particulier parce que c'est un stade très important. Mais la loi vient de changer, donc maintenant, la loi suisse est devenue comme les autres lois. Elle s'intéresse aux embryons et plus tellement à ces zygotes. Donc, un zygote, des embryons, c'est important de les regarder pour éviter des échecs, des fausses couches, des grossesses. Alors, de manière détaillée, voilà comment on va faire un tout petit peu de biologie avant que je vous parle de ces images, mais pour qu'on comprenne un tout petit peu de quoi on parle. Dans la matinée du premier jour de la fécondation in vitro, les spermatozoïdes et les ovocytes sont obtenus des parents. Les biologistes effectuent avec le microscope et les programmes informatiques une analyse morphométrique donc de ces spermatozoïdes prélevés selon les critères de taille, de quantité et de motilité. Ce sont les 3 critères principaux pour observer les spermatozoïdes. Les gamètes femelles, les ovocytes, sont aussi observés et mis en présence de l'échantillon des gamètes mâles, préalablement préparés pour être rendus aptes à l'ICSI. Je vous montre une image d'abomination. Voilà ce qui se pratique. Hein. On féconde la cellule. Ça ne va pas tout seul hein, quand on arrive dans un laboratoire de PMA. Ça ne se fait pas tout seul. Ça peut se faire tout seul. Il y a quelques cas où ça se fait tout seul, mais en général, ça ne se fait pas tout seul. Il faut donc un geste du biologiste qui va introduire avec ce cathéter ultra fin, c'est une aiguille, hein, c'est comme une aiguille à coudre. C'est aussi épais que ça. C'est une aiguille à coudre dans laquelle il y a un spermatozoïde. Et ce spermatozoïde est introduit dans l'ovocyte. Ça s'appelle une ICSI, une injection intracytoplasmique. Ce matériel vivant est ensuite déposé dans une boîte de pétri en plastique transparent qui comporte 4 petites cupules dans lesquelles vont être mises en route les fécondations. Celles-ci contiennent un milieu de culture, un liquide, qui offre les qualités nécessaires au développement des embryons. La boîte est ensuite déposée dans un incubateur. C'est une sorte d'armoire qui ressemble plutôt à un réfrigérateur. On a une porte qu'on ouvre comme ça avec des rayonnages, mais qui reproduit les conditions d'obscurité, d'oxygène, d'humidité et de chaleur propres à l'utérus. C'est un utérus artificiel, si vous voulez. Les gamètes restent ici en culture pendant 2 à 4 jours. Le deuxième jour, entre 16 heures et 24 heures, le biologiste va sortir la boîte de l'incubateur et il évalue le résultat des fécondations à l'aide du microscope. Il constate le nombre d'ovocytes fécondés, le premier clivage est observé, le biologiste photographie tous les embryons à ce stade-là et les décrit visuellement selon des critères de qualité liés à un barème homologué. Il pratique donc une observation distanciée. Il utilise aussi un langage formel approprié. Pourtant, ce langage formel objectif, entre guillemets, avec tous les guillemets de ce matin, peut tout à coup déraper, peut-être pour nous, parce que le biologiste va dire « Ah voilà, ça c'est un bel embryon ». C'est un bel embryon, donc un critère esthétique qui vient caractériser des proportions régulières, une organisation symétrique des cellules à l'intérieur de l'ovocyte et une texture comportant peu d'aspérité. C'est ça un bel embryon. La beauté de l'embryon rejoint ici la perfection formelle, définie donc par des critères assez classiques. Cette description effectuée, le biologiste procède au prélèvement des embryons qui vont être mis en cryoconservation, c'est-à-dire conservés dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Il va en garder 2 dans sa boîte de pétri qu'il va remettre dans l'incubateur et ces 2 embryons seront transférés 2 jours plus tard dans l'utérus de la mère. Les autres, tous les autres qui sont produits vont être dans le congélateur, alors vraiment pour la cryoconservation. Voilà donc notre zygote qui se transforme en 4 cellules, en 8 cellules, au stade morula, de blastocystes et de blastocystes expansés. Le transfert a lieu dans ces moments-là, entre 48 et 72 heures après la fécondation. Les embryons sont alors insérés
dans l'utérus afin de poursuivre leur développement dans l'invisibilité du corps maternel. Voilà, maintenant on va quitter un peu la biologie. Je vous laisse quand même encore un tout petit peu, quelques minutes, ces images. On pourra y revenir si vous voulez, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'esthétique de ces images. On en parlera peut-être après. Observer, c'est toute la question qu'ont ces biologistes avec leurs yeux, avec leurs regards, avec leurs outils. Sous le microscope, l'embryon qui se forme est éclairé et agrandi par le jeu de lentilles. Il apparaît donc médié par un instrument d'optique. Sur l'écran d'ordinateur relié au microscope, l'embryon apparaît dans un espace abstrait, on le voit, doté de quelques couleurs, de lumière données par la machine et le processus numérique. À nouveau, il est vu à travers une médiation optique. Le référent, donc l'embryon, est vu en image, qui est son unique possibilité d'accès. On peut dire dans un premier temps que cette image est une image témoin de l'existence de l'embryon. Celui-ci ne devient réel que lorsque le regard médié par les instruments rencontre son image. L'œil, par l'acte d'observation, de mesure, devient dans la procréation médicalement assistée un instrument fondamental du processus de la fécondation. Pour qu'il y ait fécondation, il faut la présence d'un œil et d'un geste. Dans la PMA, la fécondation ne passe plus par le contact des corps, mais par l'intermédiaire de la vue. Au contact physique se substitue le contact visuel. Cet œil est augmenté par les instruments du laboratoire, qui peuvent être définis comme des prolongements techniques de l'œil. Ils créent une sorte d'organe artificiel de la vision. Il y a plus encore. Dans la PMA, l'œil ainsi appareillé devient un organe de transmission de cette fécondation. Le dispositif optique met en évidence ce lien singulier. La fécondation se réalise hors du corps et passe par la vue. Le microscope, l'objectif de l'appareil photographique, la caméra qui filme, l'écran d'ordinateur soulignent donc la présence d'un œil artificiel qui regarde et assiste le processus de la fécondation. Cette annonce de la vie en PMA qui intervient sous la forme d'une image surgit pour le biologiste et le médecin sur le mode d'une apparition. En effet, ils disent « il n'y a que là, en image, que cette réalité apparaît ». Dans le laboratoire de la PMA, lorsque les gamètes prélevés sont mis ensemble dans la boîte de culture, on assiste à un phénomène d'incarnation. On peut définir l'embryon fécondé in vitro comme une image substance. Je vais employer ce terme. L'embryon, pour un certain temps, celui de son séjour dans le laboratoire, hors du corps de la femme, possède un double statut. Celui d'un corps en train d'advenir et un statut d'image. L'image et le modèle coïncident. L'image substance définit autant le corps embryonnaire que l'image qui apparaît sur l'écran. En reprenant un terme théologique servant à qualifier la Trinité, vous savez ce que c'est la Trinité dans l'histoire chrétienne, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, on peut dire que tous étant Dieu, on peut dire que l'image substance procède, comme le Fils procède du Père, du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit procède du Fils et du Père, etc. L'image substance procède, image, elle procède du corps, c'est-à-dire elle possède en elle-même une partie du corps et provient directement de lui. Cette image, hautement singulière dans l'histoire des images, incarne véritablement une substance vivante. En elle, le vivant prend forme. Elle n'induit pas une image de, mais elle impose une venue en présence et en visibilité d'un corps en formation. C'est la venue du soma, donc le soma c'est le corps en grec, dans le séma en grec c'est le signe. Aux premières heures de sa formation, le corps embryonnaire coïncide avec son image. Son état de présence dans la boîte de culture possède les qualités perceptibles de l'image. Cette image substance résulte d'une fusion entre le vivant invisible, on ne voit pas ces cellules, et l'image visuelle. Elle est donc une image incarnée.
L'image se fait chair et la chair passe dans l'image. Le corps en lui-même est l'image. On peut dire que le corps embryonnaire passe par un stade de l'image. Cette articulation de la chair et de l'image fait écho à différentes images, et en particulier à des images religieuses de la chrétienté. Tout au long du Moyen-Âge, l'image était pensée comme une image corps. Ce n'est pas nouveau, cette affaire. Ceci au travers d'objets comme les reliquaires ou les images de dévotion. L'image qui renferme un morceau de relique, par exemple, d'un saint, possède un corps mort, mais un corps actif. Considéré comme animé d'une certaine forme de vie et capable de transformation, cette image peut manifester des fonctions corporelles. Elle pleure, elle saigne, on l'habille, on la promène. L'image de dévotion qui représente le Christ crucifié ou la Pietà place devant le fidèle les signes de la présence réelle de la divinité. Le tableau ne se conçoit pas comme un espace contenant des personnages, mais comme un corps qui donne lieu à une présence. Il est un corps qui fait image. L'image cultuelle, que ce soit une icône portative ou un crucifix, est perçue donc comme un corps vivant, et le personnage représenté, le Christ, les saints, est envisagé non comme un simple portrait, mais comme une présence charnelle déposée dans l'image. Hans Belting, qui est un anthropologue visuel allemand passionnant, insiste sur le sens de cette image cultuelle. Je cite, « Elle était la personne représentée, au moins sa présence active, miraculeuse ». Cette modalité d'existence de l'image incarnée trouve une correspondance dans notre image de la PMA. L'embryon est présent comme image, visible dans un dispositif visuel, et comme corps vivant, en devenir, en train de se former. La singularité et l'étrangeté de l'image corps de la PMA est donc qu'elle fait coïncider un corps animé en processus de formation et une image. L'image de la PMA est une image, mais beaucoup plus. L'embryon de la PMA est un corps en devenir, mais autre chose encore. L'image corps coagule la matière vivante et l'image en une seule entité. Comme on l'a dit, les évocations d'images vivantes appartiennent prioritairement à la croyance et aux faits religieux. D'ordinaire, le discours sur l'art, produit par notre modernité, situe les images dans un monde tout autre en les dépouillant de toute particule de transcendance. Et l'image médicale de la PMA, qui est une image scientifique, appartient par définition à la totale immanence. Ce qui se produit pourtant dans cette lecture théologique, qu'on pourra dire des images, en faisant revenir ces images sacrées, eh bien, c'est que cette théorie a construit, a développé une théorie bien singulière des images, que c'est la première théorie des images qui existe dans notre culture, qui va bien au-delà du champ religieux. La théorie des images développée par les pères de l'Église dans les premiers siècles de la chrétienté va beaucoup plus loin qu'une théorie religieuse. Et ces théories de l'image nous permettent de relire aujourd'hui des images qui n'appartiennent aucunement au champ religieux, qui appartiennent à un champ tout à fait autre, comme les biotechnologies modernes. Avec l'image corps médicale, nous devons réapprendre à parler d'une image qui a un corps, de la vie des images et d'un corps qui n'apparaît qu'en image. Ce qui était courant et pratiqué de manière assez ordinaire au Moyen-Âge. On pourrait parler aussi, en employant un terme cher à Aby Warburg, de survivance. L'image de la PMA, cette image corps, est donc un être en image. Je vais creuser sans arrêt cette idée-là, cette image qui est le corps. Alors maintenant, justement, je continue à creuser. Cette image corps est donc un être en image, avec des traits d'union, un être en image. Elle ne dissocie pas l'image de la substance vivante. Dans sa réalité, elle exprime la venue de la présence dans l'image. La matière animée se fait image et existe selon l'image. Le corps humain, dans son état embryonnaire, existerait donc comme un être selon l'image aussi, avec des tirets qui relient tout ça. Un être selon l'image, c'est-à-dire une possibilité
d'être en image, donc c'est-à-dire une possibilité d'une ontologie en image. Être en image. On pourrait parler d'une image prégnante, dont le sens premier serait celui que la langue anglaise accorde à l'adjectif pregnant. L'image en travail donne naissance à un nouvel être. Ni supplément ni après-coup, cette image corps, cette image substance est produite simultanément à la chair qui se forme. L'être, selon l'image, se retrouve d'une certaine manière dans le mythe de Narcisse. Se mirant dans les eaux de la source, vous connaissez le mythe, le jeune homme se confond avec son image. Son corps devient une image, en fait. Une unité se noue entre le corps et l'image. Et cette image ravit celui qui la contemple, ravir dans tous les sens du terme. Toutefois, cette collusion du corps et de l'image est tragique pour Narcisse. Voulant étreindre son image, voulant passer de l'optique au tactile, Narcisse meurt. Le stade de l'image ne se réalise pas complètement, il constitue presque une exception réservée à l'embryon, à l'image de l'embryon dans la PMA. Il faut encore insister un peu sur ce phénomène de la PMA, que la PMA nous permet de voir un embryon dans la boîte de culture, un embryon destiné à être sous peu transféré dans un utérus, et ne peut se réaliser que par ce passage à l'être selon l'image. C'est un phénomène d'incarnation rendu visible par la PMA qui constitue le moment où la chair et l'image ne font qu'un. Les biologistes et les médecins ont établi la liste des phases de cette fécondation in vitro. Je vous ai montré tout à l'heure ces différentes formes d'embryons, 4 cellules, 8 cellules, etc. Toutefois, le biologiste Alfred Sen, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans ce laboratoire, nous a précisé qu'il y a de nombreuses images que l'on ne voit pas ou que l'on s'interdit de voir. Cette remarque pointe d'une part l'existence d'un manque d'images et d'autre part d'un tabou. On se prive aussi d'images en PMA, ajoute le biologiste, qui explique qu'une visibilité en continu de la formation de l'embryon est difficile. En effet, voir toutes les phases du développement de la cellule constitue une menace grave pour les embryons. Le fait d'être sorti de l'incubateur trop souvent, d'être placé sous la lumière du microscope, peut nuire à leur développement. Il y a en fait un grand risque de perte que de voir les embryons, et pourtant il faut les voir pour les observer, les mesurer et savoir où sera le bel embryon. De fait, les embryons en fait, que je vous montre aujourd'hui, eh bien, ces images substances d'embryons ont été autorisées à être faites à la suite d'un protocole compliqué, validé par tous les éthiciens de Suisse, parce que ces embryons étaient condamnés à mourir. C'est ce qui s'est passé. Après avoir été filmés, on a vu pour la première fois, les biologistes ont vu et ont photographié toutes les phases, depuis le zygote jusqu'au blastocyste expansé, la fabrication de l'embryon humain. Ce que vous voyez sur Internet, en général, des laboratoires de France et de Navarre et des États-Unis, ce sont des embryons de souris. Voilà. Et en fait, il n'y a pas d'image sur Internet qui circule d'embryons humains. Les seules que vous aurez vues, ce sont celles-ci. Alors, on ne fait pas la différence. Voilà. Parce que les premières heures de la souris, cellulairement parlant, c'est la même chose que chez nous. Voilà. Mais le processus fait que, ici, c'est différent. Ce sont des embryons humains. Par contre, il y a des laboratoires de recherche qui publient des images d'embryons humains. Donc, vous pourrez quand même en voir sur Internet. Vous verrez qu'elles ont des couleurs tout à fait différentes. Elles ont une esthétique colorée très, très différente. Pour que les embryons se forment, il y a donc de l'invisibilité à l'œuvre. Une double nécessité, visibilité, pour effectuer les actes de la PMA, et invisibilité, ne pas nuire à la formation de l'embryon, traverse la réalité, la fabrication des images de PMA. Et à entendre les biologistes qui évoquent le danger, mais aussi l'interdit,
on se dit qu'un tabou s'introduit dans les images médicales, il y a dans le fait de les regarder quelque chose d'impudique, peut-être, hein, qui s'instaure, quelque chose d'impudique, comme lorsque l'on contemple un corps nu. Une nudité originelle qui se révèle, qui ne peut se laisser voir et qui peut donc excéder la vision. On sait que certaines nudités dans les mythes ne peuvent être vues impunément, par exemple la nudité divine chez les Grecs de l'Antiquité, la nudité de Diane, ou d'Artémis plutôt, qui est vue par Actéon, le chasseur. Artémis est en train de se baigner dans une source, elle est vue nue par Actéon, et Actéon est transformé en cerf qui sera dévoré par ses propres chiens. Donc, vulnérabilité du regard qui ne doit pas s'effectuer. La vision d'un corps qui ne doit pas être vu mêle donc beauté, culpabilité, menace, voire mort. C'est peut-être ce qu'ont ressenti inconsciemment les biologistes et les médecins avec lesquels je travaillais, qui me parlaient vraiment de ce tabou de ne pas tout regarder. Revenons à l'image corps, à cet être selon l'image. L'image substance se définit donc comme une densité apparaissante. Le corps embryonnaire est présent dans son image. Aussi, l'image corps échappe-t-elle à la logique de la représentation. La représentation, quelque chose à la place de la chose. Avec Caroline, je sais que vous avez beaucoup parlé de cette question de la représentation. Je vous suggère aussi de lire les ouvrages de Louis Marin, un sémiologue qui travaillait à l'École des études à Paris, qui a été vraiment un des grands penseurs de la représentation. Il a écrit de nombreux textes, un livre de la représentation, mais dans tous ses textes, il définit vraiment la représentation. C'est la base pour réfléchir à cette représentation. Il se passe un autre phénomène que la représentation qui se situe dans l'ordre ici de la présentation. Il s'agit d'un passage d'une venue, avons-nous dit, au même endroit, dans le même lieu, au même moment, le corps embryonnaire et l'image apparaissent. L'un sur l'autre, l'un avec l'autre, l'un à même l'autre et même l'un par l'autre. L'image corps atteste autant la présence de la chair que son mode d'apparition. La présence a lieu dans sa présentation. Ce que nous permet de découvrir cette image de la PMA, c'est l'événement de la présence, l'avènement de la présence. Que se passe-t-il maintenant au dernier stade, au dernier moment de cet épisode, de cet événement ou de cet avènement? Au moment du transfert, donc. Après 2 ou 3 jours, dans l'incubateur du laboratoire, les 2 embryons prélevés de frais, comme on l'appelle, on dit les embryons frais, vont être transférés dans l'utérus de la femme. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de l'architecture de ce laboratoire. Ce laboratoire médical, d'un côté, il y a le laboratoire médical avec l'incubateur, le microscope, les écrans, le biologiste qui est là. Et dans la salle attenante, c'est la salle de transfert, qui sont 2 pièces reliées par une fenêtre ouverte, qui s'ouvre et qui se ferme, mais qui est en général ouverte, comme une sorte de passe-plat. Vous voyez, le passe-plat entre la cuisine et la salle à manger, dans les années 50. Le biologiste effectue les derniers gestes. On est dans la scène du transfert. Alors, les derniers gestes, il sort la boîte de culture de l'incubateur et place les embryons sous le microscope. Le médecin et la patiente sont à côté dans la salle de transfert. Le CHU à Lausanne et le Centre de procréation médicalement assistée, ces 2 laboratoires, ont choisi, c'est une unicité, ont choisi de montrer au couple, juste avant le transfert, l'image des embryons sur un écran. Ça ne se fait pas du tout ailleurs, c'est unique au monde. L'image sur l'écran produit, en plus de son usage technique et scientifique, un spectacle du vivant qui dépasse le projet médical. Donc, le couple et le médecin regardent sur l'écran situé en face de la femme allongée les embryons dans la boîte de culture qui se trouve dans le laboratoire à côté. Le biologiste et le médecin expliquent les caractéristiques des embryons et on commente la morphologie. C'est un bel embryon. Celui-là, il n'est pas très beau. Celui-là, il a un potentiel. Celui-là, il est un peu dodu. Toutes sortes de phrases tout à fait descriptives pour parler de ces embryons.
Face aux biologistes, aux médecins et aux couples, cette image substance, c'est encore une image substance, est le corps embryonnaire directement en présence, en présentation. Pour la première fois, l'embryon en son image est placé sous le regard de la future mère. C'est par la vue que la mère s'approprie ses embryons. C'est sous la forme d'une image vue sur un écran que le couple stérile se trouve pour la première fois en présence de ses embryons. Dans ce moment originel, la femme est dans une situation où elle est désertée de toute présence car la vie a pris corps hors d'elle. Un premier lien s'établit avec l'image lorsque l'embryon lui est rendu visible. Les futurs parents, qui deviendront parents, lors d'une autre enquête et d'une autre recherche sur la PMA que j'ai menée, disent à quel point ces images initiales ont été marquantes. Et ils emploient un terme, ils ont presque tous dit le même mot, elles nous ont touchés. Ce verbe « toucher » est un fait assez intéressant. Quand ça nous touche, ça atteste donc d'une émotion ressentie. Toucher, c'est immatériel plutôt, puisque quand on est touché, c'est notre sensibilité qui est frappée, quelque chose d'impalpable en nous. La présence de l'embryon dans une image touchante va agir non seulement sur la sensibilité, sur la mémoire, mais aussi, on peut dire, sur le corps. Comme si le verbe « toucher », ici, dans la bouche de ses futurs parents, avait un sens direct, concret, premier, celui du tact, du tactile, du contact. L'embryon parviendra au corps féminin par un détour, par ce toucher sensible. Cette dimension supplémentaire et tactile de l'image transforme l'image en une image affecte, une image qui a une répercussion immense sur l'expérience physique et psychique du couple qui va la regarder. Cette expérience est partagée par le couple et l'équipe médicale. Il y a un échange de paroles, un échange de visions, un échange de regards. Se produit donc un acte que l'on peut appeler un voir ensemble. Je reprends une formulation de Marie-Josée Mondzin dans un très beau livre qui s'appelle « Voir ensemble ». Je vous le conseille. Comment les embryons pénètrent-ils dans le corps féminin ? Leur présence en tant qu'image fait qu'ils entrent d'abord par le regard. La femme incorpore par les yeux l'image de l'embryon apparue à l'extérieur d'elle. On pourrait dire que l'embryon féconde la femme par le regard de celle-ci. Les yeux introduisent Merci. On pourrait dire que l'embryon féconde la femme par le regard de celle-ci. Les yeux introduisent l'image des embryons dans l'intériorité du corps de la femme. La femme reçoit la vie par la vue. Cette image sur l'écran est d'une part nommée par le médecin, le biologiste, et d'autre part absorbée par les yeux de la femme. L'image de l'embryon effectue un premier passage de l'extérieur vers l'intérieur du corps, c'est une sorte d'absorption visuelle. L'œil conduit au premier transfert. En regardant cette image et en entendant la désignation du médecin qui va dire « ceci est votre embryon », la femme s'approprie l'image de l'embryon. Il se produit donc un acte d'incorporation. Cette image touche par un effet de contact visuel. Le regard de la future mère s'imbibe de l'image, il entre en contact avec l'image. Le regard est happé par l'image et l'image vient vers lui. C'est comme s'il y avait un effet d'empreinte à distance ou d'imprégnation qui peut se produire. On pourrait dire que ce phénomène manifeste la première venue de l'embryon dans le corps féminin. Cette image incorporée, elle initie le moment de la fécondation. C'est une sorte de fécondation oculaire qui a lieu.
Le choix particulier au laboratoire de Lausanne de montrer au couple l'image de l'embryon laisse supposer que dans la PMA, l'embryon exerce un pouvoir fécondant autant sur le ventre que sur l'œil. Sous sa forme d'image, il féconde l'œil, puis en tant que matière cellulaire, bien sûr, il va féconder le ventre. Cette image sur l'écran est la dernière des images des embryons. Après la description faite par le médecin et le biologiste, les embryons sont aspirés de la boîte de pétri dans un cathéter qui est passé de main à main. Vous voyez toujours le dispositif, le laboratoire d'un côté, la salle de transfert de l'autre, le passe-plat, la fenêtre au milieu. La main du biologiste tend le cathéter au médecin qui va procéder au transfert des 2 embryons dans l'utérus. La scène du transfert, dans ces 2 moments d'incorporation et d'incarnation, convoque les yeux et le ventre. Le regard s'approprie l'image, le ventre reçoit la chair. La vie de l'embryon va animer le corps de la mère. Elle provient de l'extérieur et ce phénomène est parfaitement visible. La fécondation lors de la PMA se déploie en 2 actions. L'image se plie dans le regard, le corps embryonnaire se love dans l'utérus. La femme est habitée par la présence visuelle et charnelle de l'embryon. De l'état de visibilité, l'embryon passe à celui d'invisibilité dans le corps qui va devenir, par cette double action du regard et du transfert, qui va devenir le corps maternel. La fin de l'acte de la PMA met un terme à l'image substance qui disparaît dans les ténèbres du ventre. L'embryon se départit de l'image pour être un événement du corps maternel et il poursuit son évolution en se délestant de l'image qui le constituait. Les images qui restent, classées dans le dossier médical, deviennent des images archives, documents qui retracent un événement. Revenons encore sur cette image perçue par la future mère, cette image de l'embryon avant qu'il n'entre dans le corps, qui a un pouvoir donc fécondant sur l'œil, par l'œil. Elle acquiert cette image une valeur ajoutée, celle d'une image active. Les images des embryons sur l'écran de la salle de transfert font quelque chose au-delà de ce qu'elles donnent à voir, de ce qu'elles figurent. Elles sont bien sûr des images preuves, d'abord. Pour les biologistes et les médecins et le couple, ce sont des preuves qui attestent qu'il y a bien eu fécondation des gamètes mâles et femelles du couple ou du donneur, et que des embryons sont bien là, en formation. Elles signifient un résultat obtenu. Il y a des embryons. Et elles anticipent un futur, un résultat futur, la venue d'un enfant. Mais ces images débordent leur effet de preuve. Les médecins et les biologistes veulent rester dans la preuve, mais évidemment, ils ont conscience que ça déborde complètement ce statut. Ces images possèdent une visibilité en acte, c'est-à-dire qu'elles sont agissantes, elles agissent. La femme, en les voyant, est comme fécondée par ces images. Elle reçoit la vie avant de la donner. On a beaucoup réfléchi sur cette histoire. Vous savez, on dit la femme, elle donne la vie. Dans la PMA, tout se rejoue puisque la femme reçoit la vie avant de la donner à la naissance. Les images de la PMA engagent la future mère dans une action et vont donc bien au-delà de ce qu'elle représente. Image incarnée et s'incarnant, image animée et animante, image performative. Il y a dans cette visibilité de l'image des embryons une efficacité qui est parfaitement perçue et ressentie par les couples qui mesurent l'importance et la puissance des images qui leur sont montrées. L'image de la PMA agit, met enceinte la femme du couple stérile. Dans l'histoire des images en Occident, on connaît assez bien ces images qui ont des pouvoirs. Ce sont à nouveau ces images de dévotion dont je vous ai parlé, qui bougent, qui parlent, qui saignent. On agit aussi sur elles pour en prélever de la substance vivante. On les gratte, on les ingère, on les mange. Il y a donc bel et bien toute une poétique des images, dans le sens où le verbe poiein, en grec, signifie faire. Les images font, et elles font faire. Elles entretiennent des rapports avec des choses qui ne sont pas elles, qui les outrepassent. On considère donc que les significations premières de l'image, ce que nous dit par exemple l'iconographie,
doit être reconfiguré en un réseau multidirectionnel qui les dépasse. Ces images sont des images actives, c'est-à-dire des forces agissantes. Au Moyen-Âge, on décrit bien le fait que ce n'est pas seulement l'image en tant qu'objet qui est efficace, mais bien plutôt ce qui apparaît en elle. L'image n'est pas simplement un contenant, mais elle est le corps vivant du saint qui est vénéré. De même, pour notre image de l'embryon, au moment du transfert, on peut parler d'agentivité de notre image de PMA. Je vais terminer par, un peu comme j'ai commencé, avec une autre annonciation, comme ça on aura un corpus d'annonciation à la fin de la journée. C'est l'annonciation de Filippo Lippi, réalisée entre 1449 et 1460 pour la famille des Médicis à Florence. C'est un tableau qui se trouve aujourd'hui à la National Gallery de Londres. Ce tableau montre la connexion entre la conception divine in utero et la conception par le mécanisme visuel in nervo. Alors là, vous n'allez pas voir tout à fait bien, mais je vais vous montrer des détails. On va essayer de se focaliser de plus en plus sur ce qui se passe entre la main de Dieu en haut et la Vierge Marie et son ventre. Vous voyez qu'il y a déjà un oiseau qui arrive. Et en fait, ce qui est peu perceptible, mais que l'on voit bien sur le tableau original, c'est qu'il y a une série de cercles. Voilà, vous voyez bien à droite. Il y a une série de cercles, de spirales même, formés par des points lumineux qui, des mains de Dieu le Père, la main d'en haut, descendent vers le ventre de la Vierge en suivant un mouvement spiralé. La grande colombe blanche que vous avez vue, elle occupe l'espace parallèle au ventre et elle émet aussi une série de points de lumière qui s'introduisent directement dans la robe virginale par le biais d'une fente dans le tissu. La lumière entre dans le ventre et d'autres points de lumière aux caractéristiques formelles identiques paraissent aussi s'échapper du ventre. Il y a un double mouvement. Il y a des rayons lumineux tournoyants de la main de Dieu qui ont l'air d'entrer dans le ventre, mais à contrario, il y a aussi une sorte de mouvement inverse. Quelque chose est émis par le ventre. Ces rayons en pointillés qui entrent dans le corps de la Vierge et qui en sortent paraissent reproduire en fait le mécanisme de la vision tel qu'il était décrit dans les textes sur l'optique qui circulaient au Quattrocento dans les milieux artistiques florentins. Il rappelle fortement la description des rayons présents dans ces traités qui expliquent la vision par l'émission des rayons lumineux de l'objet à l'œil et de l'œil vers l'objet. Ces rayons sont souvent comparés à de fins rayons de lumière, comme vous l'avez ici. Dans un texte d'anatomie du début du XVe siècle, le livre de Macarias sur l'œil, la géométrie du cercle est utilisée pour décrire l'anatomie de l'œil. On ne fait pas encore de dissection de l'œil, mais on essaye de représenter le globe oculaire et on le représente par un cercle. C'est toujours la géométrie du cercle qui sert à représenter l'œil et le mécanisme de la vision. Ainsi donc, la vue, donc l'organe œil dans sa géométrie circulaire et la vision dans son processus avec cette double aller-retour de points lumineux, est superposée ici au ventre pour expliquer cette fécondation divine, oculaire et utérine de Marie. La dynamique du processus visuel redouble la dynamique de la fécondation. Le ventre de la Vierge devient œil, puisqu'il semble évoquer la formation anatomique de l'œil et de la vision elle-même. L'œil et le ventre, dans le moment du transfert, semblent réagir et interagir de la même manière. Tous deux sont des organes fécondés par quelque chose qui vient de l'extérieur et qui crée une réaction intérieure. L'interaction entre ce qui est introduit de l'extérieur et ce qui est émis de l'intérieur de l'organe réalise la vision dans l'œil comme elle réalise la procréation dans le ventre. L'image ainsi que la vue et l'œil participent donc activement à la fécondation, qu'elle soit divine ou humaine, dans la PMA. Et je vous laisse sur cette phrase de Bruno Latour
qui est une extrapolation de ce qu'on a pu aussi dire ce matin, ou du moins une convocation une invitation que j'aimerais vous faire. Jamais, en effet, une image seule n'a de signification en science. Avant qu'elle la relie à son référent, à ce qu'elle représente, elle est d'abord reliée à toutes celles de statuts et de formes différents qui la précèdent ou qui la suivent le long de la chaîne au nombre vertigineux de maillons qui permet au sujet connaissant d'accéder au monde connu. Je vous remercie. Je réponds volontiers à vos questions, à vos remarques. On peut discuter. J'aimerais connaître aussi peut-être votre étonnement, votre perplexité. J'ai vu des expressions malgré les masques dans vos yeux et dans vos fronts. Donc, communiquez ce que vous avez pu imaginer, réfléchir. Oui, c'est un dispositif invasif. Plutôt de l'ordre de la présentation, et du coup ça m'a fait aussi penser à la présentation je pense du Christ, hein. Et donc c'est où on revient à cette notion de vraiment de charnel et puis de presque de naissance ou d'avènement, quoi. Donc voilà, c'est pas, ma question est un peu floue, mais c'est ces deux termes, c'est aller-retour entre présentation et représentation. Oui, oui, eh bien justement, disons, dans cette image-là, on est dans une représentation, bien sûr. On est aussi dans une représentation. En plus, ces images finissent comme des représentations. Ce sont des images d'archives, donc elles redeviennent, elles ont un statut normal à un moment donné. Mais dans ce laps de temps de 0 à 72 heures, elles ont un statut particulier, une exception, une exceptionnalité qui est de l'ordre de la présentation et de la présence en image. C'est une chair en image et c'est une image en chair. Et c'est une des... Il n'y a pas beaucoup d'images qui peuvent tenir ce double tranchant. Et en général, on ne veut pas, hein, ça, comme nous l'a dit Caroline aussi ce matin. En général, ce n'est pas souhaitable, hein, d'avoir ce genre de choses et de prendre l'image pour la réalité. On se trompe. Hein. Voilà, on ne fait pas ça. On sait ce qui est une image et on sait où est le réel, le référent et le signe. Hein. On ne fait pas de confusion. Et ceux qui font des confusions, ça amène à des problèmes. Mais là, on est dans une image très, très singulière qui fait justement corps avec un corps, avec une chair, et on est dans cette image substance. Mais nous, dans notre chrétienté, on en a une énorme, hein, qui nous troue le regard, mais à laquelle, évidemment, on ne pense plus. C'est l'hostie. L'hostie, c'est un objet, c'est une image qu'on mange et qui fait quelque chose. Et qui, quand on la mange, ce n'est pas le pain, c'est le corps du Christ. C'est une image qui est devenue un corps. Vous voyez ce qu'on fait quand, si on est catholique et qu'on va à la messe et qu'on communie, on mange une image qui est un corps, qui est le corps divin. Donc on a des pratiques tout à fait courantes avec ce genre d'événements. Mais nos mondes sont séparés, heureusement. Le domaine de la science agit dans son domaine de la science, mais il y a des débordements. Il y a justement des choses qui
qui déborde dans d'autres milieux. Et ça ne veut pas dire que l'image de l'embryon est sacrée, à mon sens. Je ne la mets pas du tout dans les images religieuses. Ce n'est pas une image miraculeuse. C'est une image de PMA immanente, de procréation qui va féconder. Mais on peut féconder dans l'immanence, justement. Et c'est très intéressant de constater que dans notre culture, dans notre science, dans nos laboratoires, dans notre société, on peut tout à coup déplacer les frontières, ouvrir les limites, ouvrir les marges et absorber des éléments du miraculeux, mais qui deviennent immanents, mais où il y a un passage un peu délicat entre du miracle, du transcendant, du théologique, et quelque chose de scientifique, objectif, et immanent et concret. Là, il y a une question ici et ici. Bonjour. Est-ce qu'avec les chercheurs avec qui vous avez bossé, scientifiques, vous avez abordé la question de l'eugénisme, en fait? De l'eugénisme. De l'eugénisme. Alors, oui, mais non. C'est-à-dire que c'est très vite... la question, elle se tranche assez vite. C'est-à-dire qu'on est dans une clinique bien particulière où le but, c'est de faire des enfants en bonne santé. Mais on n'a que les yeux pour observer et un protocole qui permet de classer les ovocytes et puis les spermatozoïdes et ensuite les embryons dans des cases. Et donc, on ne sait pas quel est l'embryon qui va donner un bel enfant. J'ai quelqu'un qui me parle. Excuse-moi. J'ai envoyé le lien à quelqu'un qui n'a pas coupé son... Ah mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est trop génial. Attendez, comment je peux faire ça? Fabien, on vous entend. On t'entend, s'il te plaît. Tu peux couper ton micro? Je suis désolée, voilà. j'ai non, voulu, parce que les gens pas de sûr. la bibliothèque ne pouvaient pas assister, du coup je leur ai balancé le lien il y a 5 minutes. Voilà. Alors évidemment, c'est une question essentielle parce qu'elle est à la base. On veut un enfant. Donc déjà, un enfant en bonne santé, mais en tout cas un enfant. C'est ce vouloir d'enfant qui motive les couples. Et on ne sait pas si le bel embryon va donner un enfant et un bel enfant. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on commence à savoir, parce qu'en fait, en Suisse, mais dans tous les pays aussi, il y a des banques de données, c'est-à-dire que toutes ces images-là, tous les embryons sont retracés, configurés dans une centrale à l'Office fédéral de la statistique et de la médecine. Donc, on sait tout depuis 30 ans, le nombre d'embryons, tout est archivé. Et toutes ces analyses, cet embryon qui était bien symétrique a donné un enfant, parce qu'on va savoir qu'il a donné un enfant. On n'est pas toujours sûr, puisqu'au départ, il y avait 3 embryons qui étaient mis dans l'utérus de la femme, donc on ne sait pas lequel des 3 a donné. Maintenant, il n'y en a plus que 2 depuis de nombreuses années. Donc déjà, ça diminue la probabilité, vous voyez. Et puis maintenant, on en met presque plus qu'un. Donc maintenant, on commence à savoir quel est l'embryon qui va donner un enfant. Et ça ne veut pas dire que c'est un bel embryon qui donne un enfant. Et justement, les médecins jouaient déjà avec ça il y a 7-8 ans. Ils disaient, madame, cette fois, pas la première fois, ils ont des critères très, très bizarres qui nous étonnaient beaucoup. Ils disaient, oui, d'abord, on met toujours les beaux embryons d'abord. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils décrétaient ça. C'est des dictates de biologistes. Ils disaient, on met les beaux d'abord. Et puis après, comme ça ne marchait pas au premier coup et tout, ils se sont dit, il faut arrêter avec ces beaux embryons d'abord, ils ne donnent rien à ces beaux embryons. Donc on va essayer maintenant de mettre les vilains d'abord. Donc pendant 1 année, 2 ans, ils ont mis les vilains d'abord. Des décisions comme ça, de laboratoire. Et puis tout à coup, ces vilains, ils n'étaient pas si mal parce qu'ils ont fait pas mal de bébés. Donc ils se sont dit, mettons les vilains d'abord, mais de frais. Après les cryoconservés, ça se repose. La question se repose. Est-ce qu'on met les beaux d'abord, les moins beaux, les symétriques Donc ils ont posé tous les termes de la probabilité. Et comme ils engagent un nombre de data énorme, puisqu'il y a beaucoup de gens qui procèdent à ces... Enfin, beaucoup, oui, il y a un nombre suffisant de couples pour formuler toute une base de données. Eh bien, maintenant,
ils ne sont plus tout à fait sûrs de leurs critères de beauté et de vilain, et ils essayent d'avoir d'autres critères aussi. C'est une forme d'eugénisme, c'est une forme de sélection, c'est une forme de tri, mais par des critères totalement humains, un peu bas de gamme, un peu, enfin, assez comique, assez drôle, sans un étalon scientifique avéré. Par contre, évidemment, il y a des stades maintenant de PMA, parce que la loi a changé, et c'est comme en France aussi, vous avez aussi cette loi, où malgré tout, on peut aller voir l'ADN. Voilà, il y a des exceptions où on peut aller voir l'ADN, et puis bon, ben là, évidemment, là, la question de l'eugénisme se pose en d'autres termes. Est-ce que c'est un embryon qui va être vraiment viable? C'est pas tellement la question encore des maladies qui se pose, c'est vraiment plutôt la viabilité de l'embryon. Mais c'est une forme d'eugénisme aussi. Mais c'est marrant, à part ça, si le micro vous impressionne pour les questions, on le fait sauter, hein, si jamais. On préfère discuter que d'enregistrer des... voilà. Mais ce que tu dis par rapport au beau, pas beau, donc, comme tu sais, on commence à étudier objectivité en séminaire. Donc, tout le monde n'est pas concerné encore par cette lecture, parce que le séminaire, on est un petit groupe, mais c'est vraiment les prédispositions culturelles chez les scientifiques. Par exemple, la prédisposition à aimer la symétrie, et à la chercher partout dans la nature. Et je l'ai mentionné un peu en séminaire, je ne crois pas vous l'avoir dit aux premières années, par exemple, toutes des années, enfin des siècles même de recherche sur la question de la forme des cristaux de neige, où on a dessiné pendant des dizaines et des centaines d'années des cristaux de neige symétriques, si bien que quand on constatait qu'ils étaient asymétriques, on les jugeait comme anormaux, alors qu'il s'avère qu'en fait les cristaux de neige sont asymétriques, point barre. Y compris quand on a commencé à pouvoir les regarder sous microscope, il y a eu toute cette latence de la science de dire « Ah ben non, c'est un phénomène anormal » parce qu'il y a eu une telle prédisposition à chercher le beau cristaux symétrique que finalement ça conditionnait complètement le regard scientifique. Et dans ce que tu dis là, excuse-moi, mais on est guère plus avancé qu'au XVIe siècle. Complètement. Et ils avouent, hein, les biologistes, c'est parce mais ils n'ont pas d'autres moyens que d'y aller avec des moyens extrêmement simplistes, pour essayer de recouper des données visuelles pour voir ce qui marche en fin de compte, en testant le beau, le vilain, le moins beau, le symétrique, le non symétrique, mais quand même le mobile, la texture bien. Enfin, tous les critères sont examinés et chaque fois ils comparent, ils naviguent à vue de cette manière-là avec ces critères. Oui, mais c'est là où c'est troublant parce qu'évidemment, après, s'il y a des tests ADN, voilà. Mais ce qui est troublant dans ce que tu racontes, c'est d'imaginer que les critères seraient forcément visuels à un moment donné et ne pas simplement accepter que ça leur échappe et que ça leur échappe parce qu'il y a une partie qui se joue sans eux, ne serait-ce que dans le corps de la femme. Bien sûr. Mais eux, ils ont une mission, c'est d'essayer d'offrir à ces couples un bébé. Ils sont payés pour ça. En Suisse, il faut savoir que la PMA n'est pas du tout remboursée par la sécurité sociale. Chaque mouvement de PMA, c'est-à-dire chaque procédure de PMA, coûte 10 000 €. Donc c'est un engagement financier de la part des couples et les médecins ont comme un devoir de résultat. C'est aussi ce système politique, social, économique qui fait que ces médecins prennent ces mesures-là. Ce n'est pas juste leur imagination ou leur non-imagination ou le fait qu'ils ne savent pas comment faire. C'est aussi tout le système qui favorise ça. Et justement, en France, il n'y a pas du tout ces questions-là, parce que c'est aussi un autre système où la PMA est totalement financée par la sécurité sociale et prise en charge par la sécurité sociale. On peut en faire 10, 20 heures. Enfin non, on n'en fait pas autant. Mais on peut en faire un certain nombre, voilà, 3 ou 4. En Suisse aussi, on ne peut pas en faire non plus tant que ça. Mais c'est un autre système donc, qui pose aux médecins d'autres questions. Mais je raconte cette histoire, j'ai récemment lu ça dans la presse, en fait, en Espagne. Donc vous savez que dans certains cas de maladies génétiques, la seule solution pour sauver l'enfant qui est né, c'est de faire un deuxième enfant médicament. Donc il y a le fait de médecins qui s'engagent
à ce que la prochaine naissance soit un enfant médicament pour le premier qui est malade. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et donc, en Espagne, là, récemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, une mère avait son aîné malade, donc elle s'engage dans une grossesse accompagnée de médecins qui font un trafic génétique, je ne sais pas comment, pour que les gènes soient compatibles et deviennent des donneurs avec l'enfant qui est malade. Et elle a eu des jumeaux, et ces jumeaux n'étaient pas compatibles. Donc, il a fallu qu'elle se engage dans une troisième grossesse pour avoir un bébé médicament pour le premier. Et donc, cette famille a porté plainte contre les médecins et elle a obtenu réparation pour grossesse non désirée. Et pour le fait qu'ils se sont retrouvés avec 4 enfants au lieu de 2 et que 2 n'étaient pas les médicaments du premier. Et donc là, on tombe... Enfin, je sais même plus comment lire cette histoire parce que c'est dans une relation, et tu as raison, de regarder le système capitaliste, entre guillemets, qui porte ou ne porte pas le système, parce que ça influence vraiment la relation aussi à ce type de fécondation. Oui. Après, ce que tu racontes, Caroline, c'est juste, hein, mais ce sont toujours, n'oubliez pas, des exceptions. Et c'est ça qu'on connaît, mais j'ai beaucoup travaillé avec ces médecins. Hein, et puis, la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est assez simple et elle est beaucoup plus soft et beaucoup plus naturelle, on pourrait dire, que ça. C'est-à-dire, voilà, ce sont des couples qui sont stériles et puis qui ont envie d'avoir un enfant. Et puis, ça se passe dans le respect de toutes les choses, de toutes les procédures. Et en fait, il y a très, très peu de dérapages. Mais dès qu'il y en a un, c'est quelque chose qui est très médiatisé. Parce que c'est un peu un délire de la science. Ça devient quelque chose d'extraordinaire qui fait vraiment un impact, qui a un impact dans l'imaginaire. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a 1000 délires, mais en fait, dans la clinique de la PMA, il y a très, 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 très peu de délires dans la réalité par rapport au nombre de cas normaux qui sont produits. Non, mais tu as raison. À part ça, le désir d'enfant, c'est quelque chose qui peut rendre des gens fous, hein, je veux dire, d'être face à cette impossibilité. Donc, effectivement, il y a quelque chose de... Non, mais tu as raison de le ramener à... Mais le désir d'enfant, c'est encore tout un autre sujet, parce que le désir d'enfant se transforme souvent en volonté d'enfant. Et ça aussi, dans la PMA, c'est un passage qui est délicat. Entre désirer un enfant, puis tout à coup vouloir un enfant par acharnement thérapeutique, hein, il n'y a pas d'autres mots parfois. Et il y a des cas dans la deuxième étude que j'ai réalisée où un couple passe par toutes les phases possibles de la PMA, les échecs, etc. Ouf, il y a un enfant qui se met en route, ça marche pour la 3e fois, 4e fois. Ils ont dépensé des dizaines de milliers d'euros et de francs chez nous. Et la femme avorte. Oui. Voilà, demande un avortement. Et ça, c'est pas rare. Ok. Oui. Donc, voilà, vous voyez, c'est très compliqué. Ah, la psychologie humaine. Ouais. Il y avait des questions Oui, il y en avait une là. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi d'abord j'avais une petite confusion. Vous avez parlé du fait qu'il y avait des images en fait qui ne pouvaient pas être produites sans porter potentiellement atteinte à l'embryon. Est-ce que c'est n'importe quelle image d'embryon, quelle qu'elle soit, ou est-ce que c'est seulement certaines phases? À savoir que les images qu'on montre au couple, par exemple, du coup j'imagine que ça atteint pas l'enfant. Enfin, j'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'on montrait au couple. Alors au couple, on montre ça. Ils en sont un peu là, les embryons qui vont être transférés. C'est en direct, hein, c'est-à-dire c'est ce qui est visible au moment du transfert. Alors il y a des embryons qui en sont là au stade morula, d'autres en sont là au stade blastocyste et d'autres au stade blastocyste expansé. Donc il y a différents stades du développement. Après c'est fini, hein. Après on ne peut plus aller in vitro trop longtemps parce que ça meurt. Donc ça c'est vraiment les dernières phases possibles pour le transfert. Mais par exemple, le couple peut arriver à cette phase-là et voir ça. Mais évidemment, il ne verra pas ça. Parce que lui, il est dans le réel, dans l'immédiat de ce qu'il voit au moment du transfert. On ne leur montre pas l'archivage. Hein. On ne leur montre pas tout le développement de la cellule. Et ce qui est filmé, c'est le zygote. Voilà. Ça, c'est vu. Tous les zygotes en Suisse sont vus. Pas ailleurs parce que ça n'intéresse personne, sauf les Suisses. Ils sont focalisés sur le zygote pour différentes raisons.
et la première division cellulaire. Celle-là, elle est toujours vue par les biologistes qui la regardent. Et après, ils vont plus loin, ils vont là ou là. Ça dépend où en est la cellule. Parfois, elle les prend de vitesse aussi. Elles n'ont pas tout un calibrage à heure fixe. Et puis, les heures de laboratoire, voilà, ils ne travaillent pas la nuit. Ok, mais du coup, la question, c'est pas tant que ça porte atteinte à l'embryon, mais c'est que en fait, c'est juste maintenant, c'est ce qu'on peut voir, mais on peut pas voir autre chose. Voilà, ça, c'est pour le transfert, c'est ce que maintenant on peut voir. Par contre, si on commence à sortir l'embryon tout le temps, à toutes les phases, et à le mettre sous le microscope, avec la lumière du microscope, qui est une lumière très violente, avec la prise de vue, la photographie, là, il meurt. Oui, tout ce que vous disiez, que en fait, les seules images de l'embryon humain, ouais, voilà. C'est celle-ci. Et donc, du coup, je me posais aussi une question, tant que j'ai le micro. Par rapport à ces photos d'embryons qui étaient condamnées, en fait, est-ce qu'on considère que c'est quand même des images substances, selon votre définition? Enfin, est-ce que du fait qu'en fait, ils ont vocation à mourir, ils sont quand même porteurs de vie Oui, elles étaient vivantes, oui. Oui, c'était des êtres, futurs êtres humains, oui, ça c'est sûr. C'est une image substance qui est morte, qui a été tuée par le dispositif scientifique. Ok, merci. Donc il y a des gamètes mâles et femelles, il y a des hommes et des femmes qui ont donné cet ovocyte et ce spermatozoïde pour cette image, pour la production de cette image substance. Bonjour. J'avais une question. Vous parliez au début du film de Tarkovsky dans lequel oui. la femme qui est à la fois, comment dire, enfin l'icône a un effet sur la femme qui est à la fois. Oui. Est-ce que de la même façon, pour les images qui sont montrées aux femmes, on remarque une efficacité du fait de leur montrer, ou est-ce qu'on mesure une efficacité de ces images? Et sinon, en fait, pourquoi est-ce qu'on leur montre? Est-ce que vous savez? Oui, mais le pourquoi, c'est la preuve. Les médecins, les biologistes en Suisse et dans ce laboratoire aussi, ils veulent fournir la preuve que... Parce que dans le cathéter, on ne voit rien. Imaginez-vous, c'est invisible. C'est un couple, il est là, il veut un enfant, ils dépensent des sous, ils vont au laboratoire, ils subissent des traitements. C'est pas très marrant. C'est invasif parfois. Enfin voilà, il y a le prélèvement des ovocytes, il y a tout le processus qui est médical, qui est quand même assez lourd. Et puis après, il y a un cathéter, et puis, mais on n'est pas sûr. On veut voir, on veut savoir, on veut être sûr. Donc, ils sont partis de là, mes médecins et biologistes, c'est-à-dire de fournir une preuve à eux-mêmes aussi que ça marchait, que leur technique marche. Pour faire l'ICSI, là, il y a pas de... On est obligé d'avoir le microscope, de regarder, de faire le geste, etc. Et après, il faut voir quand même si ça a donné ça et ça. Donc, il faut aller voir. On ne peut pas laisser ça dans l'invisibilité, dans un laboratoire, puis dire oui, peut-être, non, peut-être pas, et transférer des cellules qui ne se seraient pas développées. Donc, il faut aller voir, il faut aller regarder, il faut observer. Et ça vient de là, ça vient d'une chose très simple. Cette preuve à soi est preuve à fournir. Mais évidemment, ça prend des proportions. C'est pour ça qu'ils m'ont fait venir pour faire cette recherche, parce qu'ils sont... Voilà, je faisais une conférence sur des images d'annonciation, mais avec de l'art contemporain, des images agissantes, des images reflets, des images miroirs, des images ombres. Et puis, ces deux médecins, enfin, il y avait un autre médecin, un psychanalyste, psychiatre aussi, qui avait lancé cette ligne de recherche sur le discours médical sur les images des biotechnologies et de la médecine de la procréation. Puis après, ils m'ont attrapé à la fin de la conférence, puis ils m'ont dit, mais venez nous dire ce que sont nos images. Parce que nous ne travaillons qu'avec des images. Et c'est comme ça que j'ai engagé avec eux une recherche d'une dizaine d'années, enfin plusieurs recherches. Donc eux, ils voyaient bien que ce qu'ils montraient et ce qu'ils disaient avait un impact très fort sur leur clinique, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils disaient ça aux parents. Puis ils ont des anecdotes étourdissantes à raconter à partir de ça. Donc ils ont vu l'impact que leur discours et leurs images, une chose toute simple, eux ils pensaient que c'était très simple, et puis que ça allait pas faire de vagues, et puis que c'était
un langage de communication, vous voyez, sans deuxième degré, sans sous-entendu. Mais en fait, ils ont compris, parce que ces couples sont revenus chez eux pour leur dire « mais ces images nous ont touchés, ces images nous ont marqués ». Les femmes ont dit « mais moi, j'ai l'impression d'avoir été enceinte à l'instant où j'ai vu ces images ». Mais enfin, c'est quoi ces histoires? Donc, ils entendaient après tout ça, ces pauvres médecins. Donc, ils se sont dit « mais ça ne va plus du tout avec notre dispositif, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de faire ». Et c'est un peu ce livre qu'on a fait à plusieurs qui leur a fait prendre conscience. On a travaillé 2 ans et demi en nous voyant toutes les 3 semaines hein, pour discuter de qu'est-ce qui se passait dans ces moments de visibilité des images. Mais au départ, c'est très simple et bassement concret. Moi, ce qui me trouble un peu, Véronique, après je passe la parole, c'est que donc ces images, comme tu le dis, elles existent dans ce contexte de PMA. Mais c'est vrai que la question de ces images n'existe pas hors de ce contexte-là. Et quand tu dis, ils voient ces images-là, et qu'on le sait, hein, la PMA, ça marche. De toute façon, la statistique, c'est qu'il y a 30% des grossesses qui échouent. Donc en PMA, je ne sais pas au niveau statistique où ils en sont, si c'est plus ou moins, mais ça doit être. Il n'y a pas de raison que ce soit moins. Oui, non. Je ne sais plus très bien les statistiques. Voilà, mais c'est de cet ordre-là. Donc, et un endroit, donc sur les fausses couches, etc., un endroit où il y a toute cette histoire de la médecine et de la gynécologie avec les femmes et qu'elles sont souvent face à des hommes médecins. Enfin, il y a toute une grande histoire par rapport à la question de la médecine et de la gynécologie. C'est cet endroit où il peut y avoir un fait de deuil sur une fausse couche terrible. Il y a des femmes qui passent des choses terribles parce que par des fausses couches terribles, par exemple. C'est justement, à des moments donnés, les médecins peuvent les renvoyer à l'absence d'image et donc à aucun endroit de l'attachement. Et ce qui est très troublant là, c'est d'imaginer que ces gens ont une forme d'attachement qui se crée, parce que c'est forcément affectif. Là, on est dans le l'image affecte, complètement dans l'expérience sensible. L'endroit de l'attachement qui, effectivement, en temps normal, n'existe pas et qui fait que les questions de deuil post-fausse couche, par exemple, sont très peu gérées. Parce qu'il n'y a pas de preuve en image, entre guillemets, j'ai l'impression. Mais là, ça c'est ma deuxième recherche au sujet de ces embryons, c'est-à-dire que on en met 2 dans l'utérus. Et cette deuxième recherche, justement, ça s'est basé sur qu'est-ce qui se passe avec ces 2. Les femmes disent souvent, mais moi, on m'en a mis 2. Je les ai vus à la télévision, sur l'écran. J'ai vu qu'il y en avait 2. Et il n'y en a plus qu'un. Il est où l'autre? Voilà, on est parti de ces discours-là, de ces témoignages-là. Parce que ces images, elles ont un impact énorme. Et l'attachement, comme tu dis, se fait là. Et même chez la plupart de ces couples qui ont ensuite aussi des embryons cryoconservés, c'est le cas, hein, c'est très fréquent, ça marche pas très bien la première fois de frais, mais cryoconservation, ça marche bien. Eh bien, après la cryoconservation, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que la naissance, c'est un événement très mineur dans l'histoire parentale. L'événement majeur, c'est ça. C'est le moment où ils ont vu leurs embryons en image, à la télé, comme ils disent, sur un écran. Ils disent à la télé. On a vu nos embryons à la télé. Et c'est ces embryons-là qui sont maintenant Jacques et Patrick. Et puis enfin, Patrick, il n'est plus là, mais il aurait pu être là. On en a vu 2, nous, on a donné 2 prénoms. Non, il n'y en a plus qu'un. Il est passé où l'autre? Donc, c'est un gouffre de questions avec ces quelques images vues très peu de temps, hein, parce qu'ils ne vont pas gloser pendant 1 heure. Hein, le transfert se fait très rapidement. C'est quelques minutes. Mais ces quelques minutes sont fondatrices d'un imaginaire et de représentation, alors là, pour le coup, parentale, créée par ces quelques images. Et alors là, on a des histoires, mais vraiment très, très imaginatives et pas folles du tout, parce que c'est dans le vécu quotidien de ces gens. Hein. Mais comme ça devient fondateur de l'identité de ces enfants. Ces enfants ont une identité façonnée par ces images-là.
Alors, la cryoconservation, les enfants... ah ben oui, Jacques, lui, mais il adore les douches froides. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais il aime toujours le froid, lui. L'hiver, c'est là qu'il est le mieux. Il se roulerait dans la neige. Bah, évidemment, il a été au congélateur. Voilà, on entend voilà, c'est le deuxième livre, si vous voulez, un recueil. C'est une analyse des discours de 9 couples qui se sont prêtés vraiment au jeu d'expliquer comment ils conçoivent leurs enfants issus de PMA. Mais c'est très, très intéressant. Mais ça pointe la mort, hein, d'abord. Où est passé le deuxième? Ça, c'est une question, parce qu'ils en ont tous vu 2. Et au final, il y en a en général qu'un, ou il n'y en a pas. Hein, mais il n'y en a qu'un. Et il est où l'autre? Et ça voilà. Et l'autre, donc, après, mais tu avais quand même un petit frère. Ah, mais non, c'était des cellules. Mais tout de suite, après, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et ces gens, heureusement, il y a des couples qui se prêtent à des études, justement, à des enquêtes, comme on a pu mener avec des pédopsychiatres. Et puis moi, sur l'analyse des discours et des représentations, on les a écoutés pendant plusieurs entretiens et ils nous ont raconté des choses vraiment, mais très, très étonnantes. Bouleversante aussi, mais fondatrice pour notre rapport à l'origine, à la vie, à la famille, aux enfants, enfin toutes ces questions-là qui sont complètement remises en ordre, remises dans le désordre plutôt, avec ces techniques de biotechnologie qui restent dans un domaine de médicalisation. On va vous résoudre votre problème, madame, monsieur, ça va être vite fait, on va vous faire l'enfant. Mais c'est tout un autre monde qui s'ouvre et qui se crée par ce genre de biotechnologie. Et les médecins et biologistes avec lesquels j'ai travaillé étaient justement ultra sensibles à ce qu'ils étaient en train d'ouvrir comme champ dans l'imaginaire. Oui, je me demandais s'il y avait des personnes qui avaient recours à la PMA qui refusaient de voir les images d'embryons. Et aussi, si il y a eu, genre la PMA est forcément liée à l'image, ou alors il y a eu des essais de PMA avant même qu'on puisse regarder les embryons, définir que ce soit un bel ou embryon ou pas. Non, alors la PMA n'existe que par l'image. On est obligé d'avoir l'image du microscope et de l'écran pour voir ce qui se passe, parce que vraiment l'embryon est invisible. On a beau avoir des bons yeux et mettre tout ce qu'on veut, il faut un microscope, il faut une imagerie, il faut regarder, agrandir et faire les gestes avec l'agrandisseur, le microscope. Et puis tout de suite, ça a été photographié. Donc il y a tout de suite eu l'image, tout de suite. Et puis on a aussi posé la question à ce médecin, est-ce qu'il y a des couples qui ne veulent pas voir? Mais non, ils veulent voir. Ils veulent voir. Ils veulent tous voir. Quand il y a la possibilité de voir, enfin là au départ, maintenant, je pense qu'ils font un peu plus attention déjà, parce que quand j'ai commencé la recherche, ils ne se posaient pas la question de savoir si le couple voulait voir ou pas voir. C'était évident qu'ils voulaient voir. Donc, ils disaient, voilà, madame, on met la télévision, on met l'écran, on vous les montre. Il n'y avait pas d'introduction. Tandis que maintenant, ils ont changé leur langage. Les médecins demandent s'ils veulent voir, mais le couple dit oui. Mais au moins, il y a une demande quand même qui est faite.